Tout de suite, j'ai gagné ma vie, j'ai même extrêmement bien gagné ma vie, bien mieux qu'aujourd'hui. J'ai pété un plomb, j'ai aussi dépensé beaucoup d'argent à ce moment-là. J'ai commencé sur les marchés, j'avais cet échange de proximité avec les clients. Le client, c'est un ami sur les marchés et je voulais retrouver un peu de ça. J'ai été vendre des panneaux solaires et des pompes à chaleur. En allant au boulot, j'avais peur que Julien Courbet m'appelle tous les matins. Quand vous avez un mauvais avis, moi, ça m'arrache les tripes, encore aujourd'hui. Je venais d'investir presque 1,7 million dans mon atelier et j'ai les charges mais plus les revenus. Donc là, c'est une catastrophe. Mon niveau de stress et de charge mentale, il est tel qu'il est parce que chaque jour, c'est mon affaire en fait. J'ai mis toute ma vie et toutes mes économies. Aujourd'hui, je reçois Maxime Lefebvre. Bien connu des Amiénois, il est le fondateur des boulangeries Café Mamat. À la tête de 5 établissements, répartis dans les Hauts-de-France, il a pour ambition de se développer sur tout le territoire aux côtés d'autres passionnés, qui, comme lui, veulent s'accomplir dans la nouvelle boulangerie, celle qui accueille ses amis clients comme à la maison, chaleureusement, quelle que soit l'heure de la journée. Dans cet épisode, Maxime nous partage ses débuts sur les marchés, son métier de boulanger, sa vision pour son entreprise, mais aussi bien entendu les échecs qu'il a essuyés et les problématiques auxquelles il doit faire face. Mais commençons par une question simple. Aujourd'hui, qui est Maxime ? Quelqu'un qui essaye de se réaliser dans la vie, de se lever chaque matin en faisant ce qu'il aime et qui se cherche encore sur pas mal de sujets. Voilà, je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. La boulangerie Mamat est bien connue sur Amiens. La question que j'avais à poser, c'est que tu n'es pas d'Amiens de base. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu t'installer par chez nous ? Une opportunité. Moi, je cherchais, en fait, je suis originaire de Gouvieux, dans l'Oise, à côté de Chantilly. D'accord. Et je tenais une boutique là-bas que j'ai tenue pendant 7 ans. Et dans le cadre de ce parcours, j'ai affiné un petit peu ce que je voulais plus. Et j'avais besoin de m'installer dans une ville. Parce que je voulais me passer un petit peu de la clientèle des week-ends avec les têtes de Mickey en gâteau et les pièces montées. Du coup, il fallait que j'en développe une nouvelle. Et j'étais déjà un peu parti sur le lieu de vie avec les places assises, le goûter sur place, le midi. Et voilà, il me fallait du monde et il me fallait d'une ville. J'avais pas assez confiance en moi pour m'installer à Paris. Pourtant, c'est plus proche de chez moi. Ouais. Et mon meunier m'a proposé une affaire rue de Noyon à Amiens en 2016. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Amiens. Je n'avais pas d'a priori sur la ville, je ne la connaissais pas du tout. J'ai plutôt été même agréablement surpris parce que j'ai trouvé une ville vivante et dynamique. Voilà, on a repris le salon de thé de monsieur et madame Brichet à l'époque, rue de Noyon. Et on a fait je dirais un lieu un peu hybride, un peu tendance. C'était assez nouveau en 2016 d'avoir des places assises dans une boulangerie, mais même au niveau national, il y en avait 30 places assises un peu sympa, un peu cosy. C'était assez nouveau à ce moment-là. Donc la première boutique, c'est rue de Noyon. Ouais. C'est là qu'est né le concept Mamat ? Ou c'est déjà un truc que tu avais en tête avant, ça t'a juste permis de concrétiser ? Ça vient d'où ce concept ? Parce que c'est vrai, comme tu dis, c'est assez nouveau qu'on puisse s'asseoir dans une boulangerie. On ne sait pas vraiment si c'est un restaurant, une boulangerie, si c'est un salon de thé. En fait, il n'y a pas de concept Mamat. Mamat, c'est qu'une évolution de parcours. Je ne sors pas d'HEC et je ne me suis pas dit un jour, le matin, tiens, j'ai pensé tel truc. Non, ça n'est que l'évolution de mon parcours et de mes envies. C'est pour ça que d'ailleurs, la dernière boutique ne ressemble pas du tout à la première et que depuis, il y a eu beaucoup de services nouveaux et de choses qui sont différentes. Non, c'est juste le fruit d'une envie. C'était l'envie de partager un peu plus de temps avec les gens. J'étais frustré parce que dans une boulangerie traditionnelle, tu rentres et tu sors. Tu prends une baguette et tu n'as pas beaucoup de temps. Et moi, je suis issu des marchés. J'ai commencé sur les marchés. J'avais cet échange de proximité avec les clients. Un client, c'est un ami sur les marchés. Et je voulais retrouver un peu de ça chez nous. Donc, c'est comme ça qu'on a voulu commencer à asseoir des gens. Et puis après... on s'est dit, tiens, mais finalement, le boulanger, c'est peut-être le plus légitime de tous les commerçants en termes de confiance, capital confiance. Enfin, vraiment, c'est le boulanger a la confiance de ses clients. Et je dis, mais pourquoi, puisqu'on a la confiance, pourquoi pas essayer de développer un peu plus la restauration, un peu plus le... Voilà, et on a essayé de regarder ce que les gens souhaitaient, quelles étaient aussi les tendances de consommation pour créer des espaces, des lieux de vie qui correspondent... voilà, nous,
Notre vocation, c'est simplement de coller au cœur des attentes et essayer de comprendre de quoi vont avoir besoin les gens demain. D'accord. Voilà, et le Mamat d'aujourd'hui ressemblera très certainement pas au Mamat dans 5 ans. Voilà, c'est comme ça, il faut faire évoluer tout le temps le modèle. C'est parfait, tu me fais une belle passe décisive. Je voulais justement reprendre par le début. Tu as commencé par les marchés. C'est À ça. peu près à quel âge tu te lances sur les marchés et pourquoi se lancer dans ce domaine? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans ce domaine et pas dans la mécanique, par exemple? Alors j'avais 21 ans, mais moi j'ai commencé la boulangerie à 14 ans. Ok, C'était une voie de garage pour moi, hein. Ce qu'on appelle une voie de garage, c'est que c'était pas du tout une vocation. J'avais absolument aucun niveau scolaire, donc il fallait que je fasse un métier manuel. Et la boulangerie, les mécaniciens, tous les métiers manuels sont des voies de garage. T'es nul, tu vas là. Je suis c'est rentré. plus vraiment en vrai aujourd'hui. Si, ça l'est toujours, parce que c'est des métiers qui sont totalement sous-valorisés. D'accord. Donc tant qu'ils seront sous-valorisés, ça le sera. Alors, après, il y a l'image qu'on entend à la télé, dans les familles, un genre, puis il y a la réalité du marché de ces métiers qui fait que c'est des voies de garage parce que quand vous avez 8, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience dans ce métier, vous gagnez pas autant qu'un ingénieur qui a 15 ans de métier dans son... Voilà, parce que la valeur ajoutée des entreprises sont moins grandes, tout simplement. Mais voilà, donc moi, je suis arrivé dans l'apprentissage un peu par hasard. J'ai été même un peu écœuré au début du métier parce que quand vous avez 14 ans et que vous faites du 2 heures du Il faut matin, se lever le matin, ouais. 13 heures, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, vous partez en scooter, c'est difficile, hein. Même si dans ma famille, on a beaucoup travaillé parce que mes parents étaient éleveurs de chiens, donc on D'accord. travaillait déjà plus jeune. Mais voilà, c'était dur et j'ai même quitté le métier à 18 ans. D'accord. Après mon apprentissage, 18 ou 19 ans, je sais plus, 19 ans. Et puis j'ai été vendre des panneaux solaires et des pompes à chaleur, hein. Donc en Ah oui, ça doit porte-à-porte, rien à voir. rien à voir. Mais d'ailleurs, c'est là où j'ai appris vraiment le commerce et la vente. Et c'est là où j'ai compris que j'étais vraiment fait pour faire du commerce. Ouais, Parce que pour le c'est... contact avec, Ah ouais, avec ouais, l'humain. ça forge. Mais moi, je me considère avant tout comme un commerçant avant d'être un artisan. D'accord. Je suis mauvais dans plein de domaines, mais je suis très bon dans le commerce, je pense. Et j'adore ça, surtout parce que j'adore l'échange. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, et puis ben, il se trouve que la boîte dans laquelle je travaille a déposé le bilan parce que les patrons sont partis en prison à l'époque. D'accord. Apparemment, on Ok. escroquait des gens. Euh, Pourtant, je, tu vendais bien, mais je le savais pas en fait, et quand je l'ai su, bah, en allant au boulot, j'avais peur que Julien Courbet m'appelle tous les matins. Non, mais, voilà, vous savez, il y a eu l'effet, bon, on le sait tous dans ces, vous savez, les ventes à l'entonnoir à l'américaine, et j'étais un peu dans ce ouais, modèle-là. Ils d'accord. prennent des petits jeunes, ils font 3 mois et ils s'en vont, ils Ouais, font une d'accord. vente ou deux, ils s'en vont. Moi, au bout de 8 mois, j'étais le plus vieux vendeur de France. Et bon, bah, l'aventure s'est terminée parce qu'ils sont partis en prison. Ok. Donc, je suis revenu à la boulangerie parce que je savais faire que ça. Et Ok. par contre, je me suis dit, ok, je le fais, mais pour moi, parce que j'avais quand même un profil un peu indépendant. D'accord. Déjà à l'époque, j'étais un peu hors moule. Tu voulais pas travailler pour quelqu'un. Non, j'étais hors moule, j'avais des idées, j'avais des envies. Voilà, je pouvais travailler pour quelqu'un, mais il fallait que ce quelqu'un soit un mentor. Et D'accord. je pense que la vie est faite, c'est ce qui forme vraiment les. On a besoin de mentors. Et moi, j'ai quelques personnes dans ma vie que j'appelle d'ailleurs les grands hommes de ma vie. C'est des gens qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai commencé en association d'ailleurs avec un de ses mentors à vendre du pain sur les marchés. Alors au début, j'avais pas de fournil, donc D'accord. j'allais chez lui, j'allais acheter mon pain chez lui, et puis après, je le vendais sur les Ah, marchés. donc tu étais vraiment commerçant, Au début, j'étais achat-revente. achat-revente. Pour D'accord. avoir des meilleurs prix, j'allais l'aider un peu la nuit, quand même. Ok. Et puis au bout d'un an, quand j'ai vu que voilà, j'ai fait à l'époque, je suis allé voir un banquier, j'avais déjà un chiffre d'affaires, donc c'était bien. Ok. Euh, et je lui dis, voilà, ma baguette, aujourd'hui, je l'achète tant. Donc, il me reste ça comme marge quand je la vends. Demain, si je la fabrique, il va me rester tant. Je l'avais fait sur tous mes produits. Et puis, je leur ai dit, voilà, j'ai besoin d'un petit prêt pour installer un four à pain et tout ça. Et donc, on a installé un fournil dans un appartement, dans un petit village, Dans un appartement. dans un D'accord. appartement, à Saint-Ine, à l'époque. Et oui, d'accord. Et en fait, j'avais fait un prévisionnel sans le savoir que ça s'appelait un Ouais, ouais. prévisionnel. Et donc, j'ai eu un petit prêt de 100 000 euros à l'époque pour pouvoir Ouais. installer mon premier fournil. Et j'ai commencé comme ça en 2009 à vendre sur les marchés, à fabriquer la nuit et à vendre le jour. Voilà. D'accord.
Parce que du coup, moi, avec ma fibre d'expert comptable, ça me parle. Cette activité, tu l'avais commencé comment? C'était déjà une société? C'était une micro-entreprise? Est-ce que tu savais même ce que tu te déclarais à l'époque? Ouais, ouais, bah j'avais un expert, j'avais un comptable hein, D'accord. qui nous suivait, donc j'étais en EI tout de suite Ok. parce que j'étais déjà au-dessus des seuils Ouais, d'accord. tout de suite, j'ai été au-dessus des seuils des micro-entreprises et j'ai eu la chance, c'est que j'en ai vécu tout de suite. D'accord. C'est-à-dire que Donc, pas de dépendance vis-à-vis de quelqu'un. j'ai Ouais. pas galéré, tout de suite j'ai gagné ma vie, j'ai même extrêmement bien gagné ma vie, bien mieux qu'aujourd'hui. Mieux qu'aujourd'hui? Ah ouais, bien sûr. D'accord. Bah oui, parce que Ouais, il faut y retourner? euh, Peut-être non, peut-être parce moins que intéressant qu'aujourd'hui. non, mais j'ai fait le choix aujourd'hui de développer une entreprise. D'accord. Mais à l'époque, j'étais tout seul, j'avais pas de poste de charge, très peu. C'était un appartement, ma location c'était La mairie n'a rien pas dit d'ailleurs grand-chose. d'installer un four dans un Non, parce que appart. c'était une ancienne boulangerie, c'était à D'accord. titre privé. Et j'avais du coup encore un conduit qui permettait de faire l'extraction. J'avais pas de magasin, donc c'était vraiment un bail privé chez un ami qui était le propriétaire de différents appartements. Et donc voilà, voilà le début de l'aventure. C'était enrichissant parce que je suis parti de tellement rien que en fait, j'ai tout appris sur le terrain. Puis t'es relativement jeune à ce moment-là. T'aurais pu Ah ouais, j'avais péter un 20 ans. plomb, tout claquer dans des achats, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu switches et tu te dis, je vais m'installer, je vais créer une boutique. Ouais, je vous rassure, j'ai pété un plomb. J'ai aussi dépensé beaucoup d'argent à ce moment-là. Mais non, mais moi, voilà, ce modèle d'entreprise, cet esprit d'entrepreneur, même si je déteste le mot, je trouve ouais, je trouve que je suis un entrepreneur, ça fait vraiment, je me la pète à mort, quoi. Non, j'aime pas ce mot. C'est Euh, quoi le meilleur mot je que... sais pas, moi je cherche pas, comme je suis chef d'entreprise ou non, j'ai pas de mot définition. D'ailleurs, mes signatures de mail, alors on a mis Big Boss, mais pas que, parce que c'est histoire de rigoler avec ça, mais j'aime pas les titres. Je trouve ça nul, comme les mecs qui marquent CEO, je trouve que voilà, Il n'y a pas CEO sur ta ça me carte de fait, visite. non, il n'y a pas CEO. Non, mais ça me fait rigoler. Vous avez des mecs qui créent des startups, ils ont 22 ans et ils marquent CEO, machin, ils font pas encore 20 000 euros de chiffre d'affaires. J'aime pas. Moi, On vous a des savez, je suis. personnes qui créent une essai juste pour être président. Il y Ouais, aura rien, non. je suis quelqu'un à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est le terrain, c'est le travail, c'est la résilience, et puis les titres, on s'en fout en fait. C'est pas comme ça que, enfin, c'est pas le fonctionnement c'est pas notre état d'esprit. Et donc. Par contre, j'avais tout de suite un profil. Dès que j'ai eu ma première boîte sur les marchés, je me suis dit, OK, tout de suite, comment on peut développer? D'accord. C'était en fait une philosophie, c'est une façon d'être. Et donc j'ai eu le choix au départ j'ai réfléchi, est-ce que j'achète 10 camions et je fais plein de marchés en même temps en agrandissant mon site de production, ou est-ce que j'achète un point de vente en fixe avec un fonds de commerce de manière à pouvoir aussi capitaliser dans quelque chose, parce que les marchés, vous capitalisez pas. Ça a assez peu de valeur. Ça n'a pas de valeur d'ailleurs. Il n'y a pas de fonds de commerce sur un Ouais, marché. bien Les sûr. places ne vous appartiennent pas. Vous louez à une mairie ou donc c'est. Et j'ai eu l'opportunité d'acheter cette boulangerie à Gouvieux. Je faisais le marché de Gouvieux tous les dimanches. Et j'ai eu cette opportunité en 2012. Voilà, donc c'est une boutique qui était en déclin. Donc première boutique à Gouvieux. Première boutique à Ok. Gouvieux, exactement. Une boutique en déclin que j'ai repris. Je voyais mon chiffre d'affaires le dimanche sur le marché qui explosait. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, j'avais détecté quelque chose à faire sur ce marché. Et j'ai repris une boutique qui faisait 250 000 euros de chiffre d'affaires. Et on l'a montée à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires D'accord. en l'espace de 3 ans. x4 en 3 ans, Donc c'est pas ouais, mal. il y avait vraiment quelque chose à faire sur cette ville. Et on l'a fait. Voilà, puis après, bah, à ce moment-là, j'ai appris plein de trucs parce que moi, je suis passé de 2 salariés à 12. J'ai appris Ouais. Le management, sur le terrain, hein, le etc. management, c'est pareil, c'est un mot que j'aime pas non plus. Le management, ça veut rien dire pour moi. Mais j'ai appris à faire ça, à être avec des gens, à guider des gens, à aussi construire une vision, l'appliquer. À ce moment-là, tu étais encore dans la création, enfin je veux dire de la production, ou tu avais Oui, déjà tout délégué? Oui, j'étais encore un peu dans la production. Je faisais notamment les après-midi pour cuire le pain. J'aidais. La production ne dépendait plus
de moi, mais j'aidais sur les nouvelles lignes de produits. Et puis, ça, quand il y avait un coup de bourre, voilà. Ouais, Et puis, d'accord. quand on avait un ennui avec un salarié qui venait pas bosser, j'étais là, quoi. Et bah, il y a Donc, toujours, il y a toujours voilà. l'entrepreneur, même si t'aimes pas cette Non, mais heure-là, il fallait. qui vient, quoi. Non, mais voilà, quand il faut bûcher, c'est comme ça. Ok, donc première boutique à Gouvieux, ça se passe bien, puisque x4 en Ça se passe 3 ans. bien. Pourquoi aujourd'hui elle est plus sur le site? Pourquoi elle fait plus partie du groupe Mamat? Parce que on pouvait pas la transformer en modèle hybride comme je Ça l'ai correspondait plus à aujourd'hui. ta vision qui avait évolué. Voilà, ça correspondait plus à ma vision. En fait, il y a deux raisons. C'est un, je voulais autre chose. C'est-à-dire que je voulais un modèle parce que j'avais un énorme problème avec cette boutique, c'est que moi, je suis connu à Gouvieux, tout le monde puis je suis proche des gens, donc je faisais des bisous à tout le monde, tous mes clients, c'était mes amis. Le problème, quand vous avez une entreprise comme ça, c'est qu'elle dépend 100% de vous. D'accord, Et c'est quasiment invendable. d'accord. Parce que quand vous avez... Alors, j'étais le bon commerçant, il n'y a pas de souci, je cartonnais. Mais vous enlevez Maxime du magasin, le pain devient moins bon. D'accord. C'est très psychologique Ouais. tout ça. Et mon frère qui tient un restaurant gastronomique dans l'Oise, c'est pareil. Lui, c'est un très très bon. Il a une convivialité incroyable avec ses clients et tout. Mais ses clients, c'est ses amis, ils viennent pour lui. Oui, Et d'accord. moi, il venait à la boulangerie, il venait pas à la boulangerie, il venait chez Maxime. Oui, d'accord. Et donc, c'était dépendant de moi d'ailleurs quand j'ai moi-même arrêté les marchés parce que, si vous voulez, pendant toute cette période de Gouvieux que j'ai tenue pendant 6 ans, on a continué les marchés. C'était ma maman qui faisait les marchés. D'accord. Je l'avais déjà embauchée avant d'acheter Gouvieux. Et quand j'ai moi-même arrêté les marchés, j'ai perdu 40% du chiffre d'affaires. Ah oui, d'accord, Ma c'est énorme. clientèle, bah oui, parce que ça dépendait de moi. Et Ouais, maman, qui avait sa disais. clientèle, a gardé sa clientèle à elle. D'accord. Comme quoi, l'humain elle fait tout, en fait, Ah dans, bah dans- oui, dans ouais. nos métiers, dans tous les métiers d'ailleurs. Qu'est-ce qui va faire la différence, vous, en tant qu'expert comptable, d'un autre cabinet Ah, parce que c'est une vous question de vendez. personne, ouais. C'est une question de personne et de De relation. confiance, Tout ouais, le temps, tout etc. le temps, tout le temps. Et donc, je voulais développer, un modèle qui ne dépendait pas de moi, Ouais. donc plutôt une marque avec une enseigne. Et deux, quand vous vivez là où vous travaillez dans un village, parce que Gouvieux, c'est une petite ville C'est de pas très 10 000 grand. habitants, Ouais. mais il y a une âme de village dans cette ville, dès que vous allez faire vos courses, votre pain, il n'était pas assez cuit aujourd'hui. Et puis tout. Ouais. Et c'est On vous assez lâche pas, difficile. quoi. Puis alors moi, je suis un émotif et je suis un affectif. Donc quand Ouais. on vient C'est-à-dire que la baguette est pas bonne. quand on critique, Ouais. mais ce qui est des fois tout à fait justifiable de critiquer, mais moi, ça me perce le ventre. Ça vraiment, et Ça te encore bouffe la aujourd'hui. journée, quoi, ouais. Ah, mais quand je reçois un mauvais avis sur les réseaux, j'en ai, bien sûr, on peut pas plaire à tout le monde. Et puis, on est 100 collaborateurs, tout dépend plus de moi aujourd'hui. C'est très difficile de garder le niveau, l'implication et tout ça auprès de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est même impossible d'avoir tout le monde d'engagé. Ouais. Donc, des fois, on se trompe, des fois, on se plante. Et des fois, il y a des employés qui respectent pas des process. Des fois, pour plein de raisons. Et puis, quand vous avez un mauvais avis, moi, ça m'arrache les tripes. Encore aujourd'hui. Et je le Tu vis lis encore les avis tout le temps, tous. T'es addict des... Tous, et d'ailleurs, je ne lis que les mauvais. Bah oui, d'ailleurs, parce on met que des mauvais quand on est content d'en mettre pas. Voilà, et exactement. Ça, c'est un autre problème. Mais effectivement, on a un client sur 10 qui va mettre, même pas un client sur 100 qui va être content et qui va le mettre. Et on a 4 sur 10 qui vont mettre quand ils sont pas contents. Ouais, d'accord. Donc, Le ratio n'est pas fiable, fiable. donc il faut être très très bon pour avoir une bonne note. Celui qui arrive à avoir une bonne note moyenne sur les réseaux, c'est qu'il est plutôt... Surtout sur un commerce qui reçoit autant de monde. Je veux dire, on n'est surtout pas sur 10 clients par mois, quoi. Exactement. Ouais. Donc, mais oui, je lis encore tous les avis et je manage à la vie. Moi, dès qu'il y a un mauvais avis, j'appelle mon directeur de magasin. Qu'est-ce qui s'est passé? On Fais trouve le point. qui, quand, comment, pourquoi? Ah ouais, tout le temps, tout le temps. Ça permet de garder le niveau, en fait. Ouais, Et d'accord. puis, ça me permet aussi, même s'il y a beaucoup de travers dans ces réseaux et ces avis, mais on a dérivé un peu dans la conversation là. Mais j'explique Bah, juste en ça. même temps, Ça me permet aussi de savoir des fois ce qui se passe, que je suis pas partout. Et moi, j'appelle encore aujourd'hui. Si je sens que la vie est avec... Et construit, j'appelle qu'il y le a du client fond, directement, je demande le ouais. numéro de téléphone, j'appelle le client, je le fais encore. Je sais que je d'accord. pourrais pas... Personnellement, Bien sûr, ça m'arrive si je encore. mets un mauvais avis, Bien c'est sûr. Maxime qui Pas m'appelle. tout le temps, mais ça peut m'arriver encore de le faire, ouais. D'accord. Notamment si j'appelle la boutique, elle me dit non, je suis pas d'accord, le client, machin. J'essaye de comprendre la situation. Donc, donc voilà. Et donc voilà, pour ces deux raisons-là, travailler où vous vivez, c'est difficile. Et puis le Gouvieux ne correspondait plus au modèle que j'avais envie de développer. Donc, tu m'avais dit, si tu retires Maxime, le commerce vaut beaucoup moins.
À Gouvieux. Ouais, à Gouvieux. Plus aujourd'hui. Oui, non, à Gouvieux. Donc du coup, question, qu'est-ce que tu en as fait de Gouvieux? J'ai réussi à vendre. Pas au prix que tu l'espérais peut-être. Je me plains pas, j'ai bien vendu. Ok. J'ai réussi à vendre cette affaire et je continue à vivre à Gouvieux. J'ai le plaisir, un immense plaisir à y vivre parce que j'adore cette ville. Euh, j'ai réussi à me vendre pour me consacrer au développement de Maxime Boulangerie, parce que Mamat, c'est assez récent le nom Oui, Mamat. oui, avant c'était Maxime. Exactement. Et j'ai réinjecté 100% de ce que j'ai gagné dans mes entreprises. Voilà. D'accord. Oui, donc juste pour tourner la page sur Gouvieux, en tout cas entrepreneurialement, parce que j'ai bien compris que tu y vivais encore. D'ailleurs, ça doit faire pas mal de routes du coup Un avec. petit peu. Ouais. Un petit peu. Oui, du coup, question qui moi m'interpelle, comment on évalue un commerce comme ça? Qu'est-ce qui fait que c'est 50 000 ou 150 000 ou 350 000? Ou alors c'est l'occasion, tu as trouvé un acheteur? Comment Bah, vous m'auriez posé cette question il y a 3 ans, j'aurais pas donné la même réponse. D'accord. Parce que le monde change. Et moi, aujourd'hui, je considère qu'un fonds de commerce ne vaut plus que ce que quelqu'un est prêt à le payer. C'est-à-dire Ok. que c'est très dur à vendre un fonds de commerce aujourd'hui. La valeur d'un fonds, en fait, ça vaut rien. Ça vaut si quelqu'un veut mettre quelque chose dedans, hein. Ouais, c'est un marché. Alors, Ouais. voilà, après, et là, aujourd'hui, c'est très très dur de vendre un fonds de commerce, tout simplement parce que il vaut mieux faire une création, et les jeunes entrepreneurs l'ont bien compris, hein, vous amortissez plus que Ouais. quand vous achetez un fonds. Et, donc voilà, alors à l'époque, il y avait une méthode de calcul à l'époque qui était encore sur le chiffre d'affaires, à peu près, ça vaut autant de pourcents du chiffre d'affaires. Est-ce que tu es fermé le dimanche? Oui, non. Est-ce que tu as du matériel récent? Oui, non. Tout ça, ça va venir d'évaluer le pourcentage qu'on va appliquer au chiffre d'affaires. Voilà, c'était un peu comme ça que ça s'est fait à l'époque. Aujourd'hui, c'est toujours un peu ça. On est plutôt au multiple de l'EBITDA, hein, Ok. aujourd'hui. Mais encore une fois, un fonds de commerce isolé aujourd'hui, ça ne vaut plus du tout ce que ça valait il y a 4 ou 5 ans, hein. Si vous vendez aujourd'hui 60-70% de votre chiffre d'affaires, c'est bien, faut vendre. D'accord. Avant, vous pouviez vendre, il y avait des boulangeries qui se vendaient à 100% du chiffre, hein. Voilà, et c'est plus le cas. Ça va avoir encore tendance à baisser dans les années à venir. Et c'est pour ça aussi que monter une entreprise, un peu un groupe, ça a une valeur différente parce que c'est racheté par un autre type En plus des fonds d'investissement, bien etc., qui sûr, vont vouloir mettre des des billets. fonds, des rachats d'autres groupes, Hmm. où il y a une stratégie un peu globale de ce développement, C'est un peu différent, l'approche. Ok. Donc, on ferme la page Gouvieux. Ça y est, on ouvre à Amiens, donc rue de Noyon. Euh, Est-ce que ça marche tout de suite? Est-ce que c'est comme c'était prévu ou ça a du mal à prendre Non, ça marche tout de suite très fort, plus fort que les espérances d'ailleurs, puisque je rachète le fonds de commerce comme à Gouvieux finalement, 200. Alors j'achète plus cher que ce que ça vaut. J'achète trop cher. Plutôt l'achat de l'emplacement, on va dire. J'achète trop cher d'après tous les conseilleurs. Mais moi j'y crois. Donc j'achète plus de 100% du chiffre d'affaires. D'accord. Ok. Mais je le quadruple en 1 an et demi. Donc au final, belle acquisition et une belle. Ouais, au final, très content, quoi. Ça a été plus vite que prévu. Et est-ce que là, du coup, tu te dis, bon, bah voilà, je vais essayer d'aller encore plus loin, etc., me baser sur ce commerce, ou tout de suite tu te dis, ok, je vais en ouvrir un deuxième, un troisième. À quel moment tu switches et tu te dis, ok, maintenant je veux créer un réseau, je veux plus une seule boulangerie, j'en veux plusieurs. Mais à 15 ans, je voulais créer une D'accord. entreprise, une grande entreprise. Ok. Et moi, mon rêve, c'était pas d'être un sportif de haut niveau. C'était dès que j'ai commencé à avoir ce profil un peu indépendant, enfin, dès que j'ai commencé à raisonner en mode entreprise, moi, je fais des rêves encore aujourd'hui où je vois dans mon Ah, c'est rêve. important de rêver encore. Non, mais dans mon rêve, je vois mon siège social, je vois mes équipes, je vois mon organisation. Mais tout ça, c'est hyper. C'est pas schématisé, c'est dans ma tête, c'est dessiné. Il y a les locaux, il y a l'arbre, il y a tout. Il y a Non, déjà mais tout c'est un l'arborescence et truc de tout. dingue, c'est hyper formalisé, c'est hyper clair. Et donc, mais ça, à l'âge de 17-18 ans, j'avais ça. Ok. Donc après, la manière de faire, elle s'affine au fur et à mesure du parcours. Ouais, donc l'appétit vient pas en mangeant. C'est pas l'objectif, se construit petit à petit. Tu as déjà
ta ligne, tu sais où est-ce que tu veux aller. Tout le reste, c'est que voilà, des problèmes à régler finalement. Bah exactement, des problèmes plus ou moins importants. Mais oui, moi j'ai toujours rêvé de développer une belle entreprise. Voilà. Ok. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, parce que Il y en a je qui sont pense comme que ça. je ne pouvais m'en sortir que par ça. Je crois qu'il y a une dimension psychologique aussi dans tout ça, liée à l'enfance, peut-être un manque de confiance en soi, c'est même pas peut-être, c'est sûr. Un besoin de me prouver, certainement. C'est pas De très prouver à quelqu'un d'autre aussi, prouver peut-être. aux autres, bien sûr. Alors c'est peut-être pas très sain comme moteur, mais c'est un vrai bon Mais c'est un moteur, moteur qui marche. un moteur revanchard. Aujourd'hui, à l'aube je vais arriver bientôt dans la quarantaine. Le moteur est en train d'évoluer un petit peu. J'ai des enfants, tout ça, donc c'est un peu différent. Mais oui, je garde l'envie. Et déjà, avant de m'installer à Amiens, je savais que je voulais développer quelque chose de plus grand. Donc voilà, pourquoi? Alors on a ouvert en 2019 Longo. 2019, ça a été le temps de lancer l'affaire de Amiens, structurer un petit peu. Et on a ouvert deux choses en 2019, un laboratoire de production situé à Amiens Nord et Longo, en périphérie d'Amiens. Là, Longo, on était déjà sur un autre format, c'est 450 mètres carrés, 100 places Ouais, assises, c'est énorme. des canapés, des machins, en me disant, ok, là, on va vraiment pousser le modèle avec, on lance les brunchs à volonté à ce moment-là, on hybride encore plus le métier avec la restauration, et voilà, on ouvre en 2019, le laboratoire pareil, je fais un laboratoire de 600 mètres carrés Oui, qui est d'accord. fait pour, Qui va distribuer tout le monde en qui est fait. fait pour alimenter 25 boutiques. Donc, Ah, il est déjà conçu ah pour ouais, 25 bah boutiques. je vous dis, moi j'avais Ok, déjà, ok, ok. donc je lève beaucoup d'argent, voilà, et la vision était déjà très claire. J'ouvre Longo 3 mois après Covid. Donc là, Voilà, ce que j'allais dire, 2019, ça arrive avec trois Covid. mois, 3 mois après, 3, 4 mois après l'ouverture, on a eu le Covid. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, sur la progression, c'est tout de suite pied sur le frein, quoi. Comment Bah ça là, va? catastrophe. Catastrophe, alors à ce moment-là, on ne sait pas que ça va être une catastrophe. À ce moment-là, on attend, on écoute, on essaye de faire ce qu'on peut En faire, cru, on dort mais pas bien. on dort pas bien. On ferme le commerce parce que même si en tant que boulanger, j'avais le droit de rester ouvert, quand vous avez 100 places assises et que vous avez des zones commerciales où il n'y a plus personne qui travaille, Ouais, puis des coûts fixes, forcément, et énormes. voilà, donc je ferme le commerce, je mets tout le monde au chômage partiel. Je continue un peu à la gare. Je reste ouvert à la gare Ok. parce que la gare était un peu plus boulangerie, donc je me dis, bon, là, alors, on fait des chiffres d'affaires ridicules, sauf que moi, je venais d'investir presque 1,7 million dans Dans le mon laboratoire, tout atelier ça. et Ouais. dans Longo, et que j'ai les charges, mais plus les revenus. Donc là, c'est une catastrophe. C'est une Et catastrophe. aucun moyen d'assouplir les échéances à payer, etc. Les Aucune aide bailleurs, ils là-dessus. jouent pas le jeu, donc alors on fait une pause, mais au final, Pause de 3 mois, mais qui sera a récupérée. posteriori, tout a été récupéré. Les bailleurs jouent pas le jeu, les banques jouent le jeu, puisque les banques Ok. me T'as eu un différé et tout de suite d'emprunt. me font le différé d'un an, D'accord. ce qui était possible de faire. Les banques jouent le jeu, mais on a toutes les charges de coûts qui du coup s'accumulent et là on a quasi plus de revenus, donc le seul moyen de tenir, c'est la dette. Voilà, Ok. c'est l'endettement. PGE et compagnie, à l'époque. Le PGE suffit pas parce que moi j'étais vraiment j'étais hors case, donc Dans l'entre-deux, ouais. je suis passé à côté de toutes les aides et surtout vous savez quand on comparait les périodes de référence, alors, je vais pas rentrer dans le détail, Ouais. mais c'est bien aussi d'expliquer les difficultés parce Non, que mais oui. il y a aucune success story qui marche sans difficulté, hein. Ça n'existe pas et et du coup je prends toute la dette que je peux prendre, PGE, prêt BPI, enfin, tout ce qu'on peut prendre, parce que il y a des méthodes de calcul, notamment pour les aides, on a comparé des choux et des carottes, puisqu'on comparait une période de l'année d'avant, mais Ouais. j'avais un seul site. Oui, Donc, alors que juste après, tu avais investi déjà, c'était exactement. l'armada Donc qui était ça, voilà, déployée, quoi. je suis passé à côté de tout et tous les mois, on perdait énormément d'argent. Donc je prends tout ce que je peux prendre sur les conseils du petit fonds d'investissement qui est au capital de chez Mamat, Picardie Investissement. Je prends tout ce que je peux prendre, mais avec dans la tête, sachant que ça allait poser des problèmes par la suite. Parce que, je savais qu'on aurait à faire face à un mur de dette.
Et c'est ce qui arrive Mais confiant quand même, parce que confiant, t'aurais pu dire ouais, j'y vais pas, j'arrête, etc. Si j'y vais pas, je ferme. Tout. Ouais. J'arrête chez Mamat, je ferme. Moi, je suis caution personnelle de tout. Hein, donc, Ouais, vous savez, quand vous avez 1,5 million de caution, donc vous faites ce qu'il faut faire. On se rend compte tant qu'on ne l'a pas sur Non, vous faites ce qu'il faut faire pour tenir la boîte en vie. Donc je prends ce que je peux prendre. On tient, on développe. Alors, par contre, une période incroyable, très enrichissante, parce que les équipes se fédèrent vraiment profondément autour de Mamat. On développe, on digitalise le commerce pendant cette période. Alors on fait comme plein de gens, on commence à faire des distributions solidaires dans les hôpitaux. Et puis c'est génial parce qu'on rencontre des gens, on vit un moment, ça c'est top. Et d'ailleurs on continue à le faire. On a continué à faire ça tous les mois. Ok, donc finalement une période financièrement pas ouf, mais humainement et extrêmement enrichissante. Extrêmement enrichissante. Par contre, du coup, on perd aussi du temps dans le développement. Et j'ai un labo qui est une structure de coût. Le laboratoire de production, c'est une structure de coût qui doit avoir un seuil de rentabilité à X nombre de boutiques. On perd du temps sur ce développement. Donc, du coup, je perds de l'argent sur ce laboratoire toujours encore aujourd'hui. Hein. Et parce qu'il n'y a pas 25 boutiques. Alors, le seuil n'est pas à 25, mais il en fallait plus que ce que j'avais. Donc voilà, en fait, on rentre dans une dynamique à ce moment-là compliquée où on ouvre Longo et Longo a du mal à se lancer aussi parce qu'on n'est pas dans la meilleure des périodes. Faut pas oublier que le Covid, c'est quasiment 2 ans, les confinements successifs. Et bien sûr, et des lieux de vie qui sont fermés. On peut ouvrir le commerce, mais voilà, donc ça a vraiment pénalisé profondément plein de choses. Alors après, moi, on a fait n'importe quoi avec les prêts, hein, mais les PGE, tout ça, mais bon, on a distribué de l'argent à des gens qu'on n'avait pas besoin et il y avait des cases qu'il fallait rentrer dedans. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que pas tout sera remboursé, loin de là. Aujourd'hui, il y a un problème, il y a un scandale d'État dans les PGE aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez... alors ceux qui ont pu... les boîtes qui ont été liquidées... non, mais au-delà de ça, je connais des gens qui devaient liquider avant le PGE, avant les aides d'État, notamment des restaurateurs qui devaient fermer parce que leur modèle n'était pas viable. On s'est mis à leur donner 20% de leur chiffre d'affaires. Ils n'ont pas fermé, ça a duré 1 an et demi. Donc on a tenu artificiellement des boîtes qui n'avaient pas de modèle. Et d'un autre côté, vous avez des boîtes qui n'ont pas été suffisamment accompagnées. Je pense à moi, parce que... Et puis les PGE qui étaient censés être une aide, aujourd'hui, ils sont en train de s'amortir à 4,8%. Hein. Ah oui, c'est-à-dire que au départ, c'était un taux zéro, mais c'était sur une durée bien définie. Et après, on avait le choix soit de les rembourser, soit de les amortir sur du long terme. Là, en ce moment, on est en train de faire des choix. Moi, je viens d'amortir 2 de mes PGE, parce que je ne peux pas les rembourser, je n'ai pas le cash pour les rembourser. On re-signe des offres de prêt à 4,5%. Oui, donc en fait, une aide est en train, quelque chose qui était censé être une aide est en train de peser fortement sur le endettement des entreprises, et ça c'était pas prévu. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait avec ces PGE? On a juste lissé les faillites qui vont venir. Oui, d'accord. Donc pour toi, il y a une bombe à retardement qui arrive. Il y a une bombe à retardement qui va venir, bien sûr, 2020. Et en plus, il est en train de se passer, on est en train de dériver fortement là. C'est pas grave. En plus, il est en train d'arriver quelque chose de dramatique, c'est qu'il y a une contraction du marché, la conjoncture est pas bonne, le pouvoir d'achat baisse. Enfin, je sais pas si vraiment il baisse, mais en tout cas, les gens ont la sensation que ça baisse et contractent leurs achats de plaisir. Donc, quand vous avez des dettes, les dettes des entreprises qui sont au taquet et que vous avez une baisse d'activité, à un moment donné, ça fait mal. Et puis, il y avait eu, juste pour finir la parenthèse de l'inflation, il y avait aussi, on avait beaucoup entendu les problèmes du coût de l'électricité, etc., qui avaient augmenté. Je suppose que toi, ça t'avait frappé de plein fouet, puisque ton activité est pleinement dépendante aussi de l'énergie. Les boulangers, tous les boulangers pâtissiers, puisqu'on a des fours qui consomment beaucoup, mais au sens large, tous les gens qui produisent en France ont été très très impactés bien sûr par l'énergie. Ça s'est résorbé ça un petit peu non, aujourd'hui, mais il se passe encore une fois exactement ce que je disais il y a 1 an quand j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Il y a 1 an, on est parti sur des pics à x10, x8, x10, x12. Enfin, c'était totalement ahurissant ce qui se passait. Et j'ai dit, vous inquiétez pas, là, on parle du x8, x10. Il va y avoir des annonces, des effets d'annonce. On va redescendre à du x3. Et on s'habituera à payer l'électricité 2 fois et demi, 3 fois plus cher, et puis personne ne dira rien. Et aujourd'hui, on paye l'électricité 2 fois et demi, 3 fois plus cher qu'en 2021. D'accord. C'est pas vieux. Alors, est-ce que
les coûts de production ont augmenté de 3 fois depuis 2021, j'en sais rien, c'est de la politique. C'est pas mon rôle, mais ce que je sais, c'est que quand vous passez un modèle où l'énergie représente 2,5, 2, 3% du budget à 6, 8, 9, ça commence à peser dans le modèle économique ouais. des entreprises, c'est un peu différent. Et c'est pour ça qu'il y a de l'inflation et que beaucoup de choses ont fortement augmenté. La gare, c'est la première en 2016, Longo en 2019, Ok. Place Gambetta en 2021. Ok. Place Gambetta, l'idée c'était de faire comme Longo, mais en hyper-centre-ville dans l'emplacement numéro 1. Peut-être avec une plus grosse zone de chalandise. J'ai commencé à me dire il faut vraiment de l'emplacement numéro 1 à un moment de l'ouverture de la place Gambetta. Donc on n'a pas autant d'espace qu'à Golongo parce que forcément en hypercentre c'est plus compliqué. Mais là on a ouvert en 2021 pendant le Covid, c'est-à-dire qu'on a ouvert, les salles n'étaient pas réouvertes. Mais à un moment donné, on a décalé aussi de 6 mois l'ouverture. Hein. Donc pendant 6 mois on a payé des loyers sans avoir de rentrée. Enfin voilà, tout ça, parce que je ne pouvais pas ouvrir en plein Covid et en pleine fermeture, c'était pas le moment d'acheter un Porsche Cayenne, quoi. C'était pas possible. Et donc voilà, on a ouvert. Bon, ça marche bien, Gambetta, ça a tout de suite bien marché. Aussi parce qu'on était attendu à Amiens. On connaissait déjà la marque. Ouais, on connaissait la marque, donc elle n'a pas eu de temps de se faire connaître. Tout de suite, les gens, voilà, on était attendus, on s'est. Puis la proposition est quand même assez différente de ce qui se fait ailleurs. Je sais qu'en face, il y a quelques boulangeries, etc. Mais c'est pas la même proposition de valeur. Oui, c'est différent. On est sur un autre produit, on est sur un autre concept. On est sur des lieux de vie et de l'hybridation. Donc voilà. Écoutez, je suis très content de la place Gambetta parce que c'est un commerce qui vraiment a bien été lancé au départ et malgré le Covid a cartonné tout de suite. Donc ça, c'est très bien. Du coup, parmi les difficultés que tu as rencontrées, j'imagine que l'humain faisant, les équipes grandissent. Est-ce que ça n'a pas été... parce qu'on entend beaucoup de personnes qui disent le plus dur dans mon business, c'est l'humain, les salariés, etc. Est-ce que toi, tu as réussi à mettre en place Comment ça s'est passé? Tu as délégué, tu as tout géré toi-même. Est-ce que l'humain aujourd'hui, c'est ton principal problème? Alors, je peux pas considérer... j'ai jamais considéré l'humain comme un problème puisque c'est aussi grâce à l'humain que vous faites des choses. Donc je le vois plutôt comme une solution. Nonobstant, il y a quand même des grosses difficultés, bien évidemment, avec les hommes, parce que, en fait, c'est le cœur du réacteur. C'est-à-dire que rien ne se fait sans les gens, et d'un autre côté, c'est pas leurs affaires, c'est les miennes. C'est-à-dire que vous avez des gens qui choisissent de venir travailler pour un projet qui n'est pas le leur. Donc s'engage peut-être un peu moins. Donc s'engage obligatoirement moins, et c'est normal. Et c'est normal. Donc toute la difficulté était de se développer tout en gardant un niveau de qualité au-dessus de la moyenne. Je savais, et je l'ai accepté, il faut savoir, quand on développe un réseau de magasins, il faut accepter que ce ne sera pas comme si c'était vous. Ça a été dur à accepter pour moi. Oui, j'imagine. Moi, je suis un barjot en plus, hein, donc je l'ai accepté parce que sinon, ça se développe pas. Par contre, il faut mettre des standards et un niveau d'exigence très, très élevé pour que quand vous sortez de l'exploitation du quotidien, ça reste un peu au-dessus de la moyenne. Voilà. Okay. Donc, oui, on a des problématiques de recrutement. Parce qu'il y a combien de salariés aujourd'hui? On est une centaine chez Mamat avec l'ouverture de Lille. Une centaine? Oui, ça commence c'est une vraie petite PME. Hein. Donc oui, on a des problématiques. Oui, il y a aussi une culture du travail qui change beaucoup ces dernières années. Bon, après, je crois que tous les vieux disaient ça des jeunes. Hein. Mamie à 50 ans. Peut-être ça s'accentue un petit peu plus que... C'est-à-dire qu'il y a vraiment une... En fait, les jeunes d'aujourd'hui, et est-ce qu'on pourrait leur donner tort ils ne viennent pas s'ils ne s'épanouissent pas, s'ils ne se réalisent pas. C'est pas qu'un salaire. Non, mais c'est même plus un salaire. Les jeunes. En fait, on n'a pas besoin de travailler en France pour vivre. Donc, à quoi bon surtout qu'il y a très peu de différence de valeur entre si vous travaillez ou si vous travaillez pas. Et moi, est-ce que c'est qui les plus bêtes? C'est nous ou c'est les salariés qui réagissent peut-être un petit peu différemment? Moi, je crois qu'ils ont peut-être raison. Et
Cela dit, on a besoin de gens. On coupe pas au montage, hein, parce qu'ils vous écoutent là. Non, mais c'est très... non, faut pas couper au montage. Cela dit, ils ont raison. Mais comment on fait du coup? C'est quoi la solution? Parce que nous, on a besoin de personnes pour tenir nos affaires, pour travailler, pour faire du pain, du nettoyage, de la vente, Euh, l'entreprise manuelle. Vraiment, je parle plus largement que ma propre activité. A un déficit de valeur ajoutée, c'est-à-dire que on ne peut pas rémunérer les gens à leur juste valeur ou à leur juste tâche. Et donc, vous avez, quand vous pouvez payer quelqu'un 1003, 1004, enfin 1004 maintenant, parce que le SMIC est à 1004, ou 1005 et qu'il est chez lui pour 1003 ou 1002, bah, il va rester chez lui. Et il a raison. Ouais, d'accord. Et il a raison. Et pour engager des gens, il faudrait rémunérer les gens bien plus. Bien plus. Ou alors que la différence soit bien plus importante. Mais si l'entreprise rémunère bien plus, elle dépose le bilan. Ou parce alors, que il faut qu'elle vende bien plus, mais il faut qu'elle vende bien plus, mais il n'y a pas de marché. Parce que elle dépose le bilan parce que le modèle économique n'est pas conçu. Moi, je trouve ça totalement anormal qu'un boulanger, même sans être chef, hein, un boulanger qui a des études, qui est engagé, qui a un parcours, qui se lève à 2 heures du matin, on n'arrive pas à le payer plus de 1600, 1700, 2000 euros. Je vous parle dans un modèle économique, hein. Je ne vous parle pas du petit artisan de campagne. Moi, avant, je pouvais payer un gars ou deux beaucoup plus cher parce que en fait, c'est moi qui générais, moi, personnellement, mon travail à moi. Je remplaçais 3 salariés, donc j'avais des marges de manœuvre. Mais si on veut un modèle rentable et pérenne, il faut que l'entreprise gagne de l'argent. Et voilà, pour moi, il y a un problème. Et tous ces métiers-là sont sous-valorisés et c'est grave. C'est des gens qui bossent le week-end, qui bossent quand les gens ne bossent pas. Par exemple, j'ai un comptable en interne chez moi. Je commence à avoir une équipe back-office. Vous imaginez pas à quel point je suis dur avec eux. Parce que, comme je suis issu du terrain, le fait que eux ils sont en week-end, ils font rien, quoi. Non mais bah ouais, pour moi ils sont au bureau, ils font rien. Ils sont chauds, non mais au-delà de ça, ils sont en week-end, le vendredi soir à 17h ils rentrent chez eux. Et moi j'ai quoi en tête? Je pense à mes équipes qui bossent le week-end parce que je l'ai fait, j'ai été le samedi, le dimanche, et tard ouais, le soir, et je me dis mais t'as 2 fois plus d'objectifs, tu dois produire 2 fois plus et tu dois 2 fois plus qu'un opérateur, un employé polyvalent de magasin, si vous dites ça au comptable, prouver ta valeur ajoutée. Et lui, il voit pas. Ouais, mais du coup, non, mais alors c'est très intéressant parce qu'il y a une culture de l'effort qui se met en place du coup dans mon back-office. C'est-à-dire que là, au mois de décembre, comme il y a les marchés de Noël, il y a tout ça, j'ai mon comptable qui va venir faire de la vente en magasin. D'accord, donc en fait, il y a la culture d'entreprise qui arrive Il y a la culture, tout au service des magasins. Et c'est ça que j'essaye de... C'est-à-dire que les back-office, parce que chez moi, il n'y aura jamais de réunionite aiguë. Hein. Il y a tout un tas de grandes boîtes qui crèvent de ça. Et moi, j'aime pas ça. Donc, mais mon objectif, c'est que le back-office se mette vraiment au service de la seule... Puis le front office, c'est la seule chose qui compte, en fait. La bataille, elle se fait par magasin. Parce que la seule chose qui compte au final, c'est notre client final. Mais bien sûr, s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de comptable. Il n'y a pas de comptable. Et donc, et ça, c'est une culture que j'ai réussi à... Je suis content parce que ça se met en place tout doucement. On n'a pas fini. Hein. C'est vous qui gérez le recrutement personnellement ou c'est délégué ça? Ça dépend. Non, un chouchouteur ou un employé polyvalent, il est géré par les chefs de magasin. Et par contre, après, en back-office, c'est encore moi qui gère parce qu'on n'est pas encore très, très gros. Et tout ça pour rebondir, c'est l'humain. Oui, c'est la base du métier. Et c'est pour ça qu'on a fait un choix fort chez Mamat il y a 1 an et demi maintenant. C'est pour ça qu'on a fait le choix de se développer en franchise. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est absolument convaincu qu'une boutique n'est jamais aussi bien tenue que par son patron. Parce que quand vous avez mis 1 million sur votre tête, c'est pas tout à fait la même. Ça change à peu près tout. Ça, c'est la première des raisons. Et la deuxième des raisons, c'est que moi, j'aime le modèle gagnant-gagnant. La franchise offre ça. Si tu gagnes, je gagne. C'est partagé comme modèle. C'est pas hiérarchie. Vous voyez, il n'y a pas une subordination d'une personne. C'est un modèle partagé entre 2 entrepreneurs qui se choisissent mutuellement. Alors allons-y sur la franchise. C'est parfait. Tu suis ma trame. Je fais les transitions. Je suis bien dans la trame ou on a dérivé un peu? On n'est pas bon. On a loupé quelques questions, mais on y reviendra. Non, mais justement la franchise, ça m'intéresse beaucoup. Première chose que
Première question que je me posais, parce que c'est quand même une culture d'entreprise assez forte chez Mamat, est-ce que tu n'as pas peur que les valeurs Mamat se diluent du fait que ça soit plus vraiment toi le dirigeant, mais que tu aies chaque franchisé qui soit dirigeant de sa propre entreprise? Est-ce que tu n'as pas peur que l'image Mamat se dilue un petit peu? Moi, je pense qu'elle se diluera moins en franchise qu'en succursale. Encore une fois, il y a du pour et du contre, hein. Il y a pas de modèle miracle. Mais il y a autant de risques de diluer l'image de Mamat avec un directeur qui n'est Ouais. que salarié, même si d'ailleurs, je salue mes directeurs, j'ai des bonnes personnes bien engagées, hein. Mais il y a autant de risques qu'il soit dilué par un directeur que par un franchisé. Après, il y a des moyens de suivre ça et il y a un contrôle des choses. Il y a des contrats qui sont mis en place, qui verrouillent quand même un certain nombre de choses. Le risque de dilution des valeurs, c'est si le franchisé n'est pas suivi correctement et accompagné correctement. Et je dirais même à la base de tout ça, le choix du franchisé est déterminant. Parce que moi, ma mission aujourd'hui, c'est d'aller choisir des gens qui ont des valeurs communes, une envie voilà, qui ressemble. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs candidats qui se présentent et Il y a des profs. tu peux sélectionner. Et bien sûr, il y a des profils de personnes. Il y a par exemple quelqu'un qui veut faire un mamat uniquement pour gagner de l'argent, je le prends pas. Ça Peut-être un ancien directeur, du coup, qui voudrait Ça ouvrir pourrait, sa... mais ça c'est mon rêve. C'est-à-dire que même des salariés en interne, alors faut avoir la capacité, hein, mais même pourquoi pas demain un plongeur, un chouchouteur. bien sûr, Ouais. ça c'est magnifique parce que ces gens-là, eux, ils ont la culture, ils ont les valeurs, ils ont tout, et ça prouverait à quel point ils aiment l'entreprise. Après, il y a des conditions financières quand même pour pouvoir intégrer un réseau de franchisés. Si on peut tout de suite y mettre un petit mot là-dessus, Ouais. ouvrir une franchise aujourd'hui, badger Mamat, combien ça coûte? Bah, Mamat, c'est pour ouvrir un magasin Mamat, c'est entre 900 000 et 1 million d'euros d'investissement global, Ok. général. Donc, il faut forcément un apport personnel qui aujourd'hui se durcit un petit peu. Ouais, les conditions Voilà, de crédit sont nous, difficiles. on demande d'avoir 250 300 000 euros d'apport. Ouais. Après, aujourd'hui, s'il y a un peu moins, il y a des leviers, il y a des réseaux qui aident, notamment le réseau Impact, je pense, qui font du Ouais. complément d'apport ou des choses comme ça. Donc, on peut aller chercher du complément d'apport, mais il faut avoir un apport conséquent pour pouvoir entrer. De Après, toute façon, faut se mettre tout nu, il faut mettre ses billes, sinon il y a moins d'applications. bien sûr, c'est évident. Bah, déjà, c'est obligatoire, sinon on n'a pas le prêt, hein. La banque Ouais. aujourd'hui vous demande un apport personnel, même peu importe votre parcours, il va vous demander de mettre une somme. Et puis voilà, oui, ça fait pas tout, hein, de mettre ses billes, hein, mais ça fait quand même beaucoup. Et moi, je le vois, mon niveau de stress et D'engagement. de charge Ouais. mentale, il est tel qu'il est parce que chaque jour, c'est mon affaire en fait. J'ai mis toute ma vie et toutes mes économies, donc c'est différent. Après, voilà, quelqu'un qui fait un mamat, qui veut ouvrir un mamat juste pour gagner de l'argent, je le prends pas moi. Il a pas sa place dans le réseau. Ok. Il faut, Faut le savoir à l'avance. ben, Il faut le sentir. il faut le sentir. Et ça, c'est notre Ça, job. c'est dur. C'est-à-dire qu'il y a tout un parcours de recrutement, et ce parcours, il doit être. C'est à ce moment-là qu'on doit évaluer les motivations des gens, pourquoi. Et voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est un choix mutuel. Le candidat doit choisir C'est un l'enseigne. mariage, mais C'est il un faut mariage. un bon mariage. C'est un mariage, exactement. Donc, non, c'est hyper intéressant. C'est Est-ce hyper qu'il y intéressant. aura encore des magasins en propre ou le but c'est d'aller sur full franchise? Oui, il y aura des magasins en propre, bien évidemment. Déjà parce que un franchisé n'est pas un cobaye. Mamat évoluera encore et les modèles, il faut les essayer. Et on les essaye toujours sur des magasins en succursale. Alors là, je vais faire une petite pause dans le développement en succursale pour ouvrir mes premiers franchisés parce que je pense qu'on peut vraiment pas tout faire en On même peut pas temps. te faire tout Et seul. on est une jeune enseigne, hein, on ne veut pas se brûler les ailes non plus. Il faut y aller step by step. Ouvrir un labo aussi gros, c'était quand même prendre un pari. C'était C'est prendre aussi un, prendre un pari. C'était prendre un pari. On a eu des difficultés avec ce labo parce qu'on a pris 3 ans de retard dans le développement. Et le Covid. Et le Ouais. Covid, voilà. Mais voilà, on avait un plan qu'on a juste décalé de 3 ans, mais qu'on se remet à déployer aujourd'hui. Donc, oui, bien sûr qu'il y aura des opportunités d'ouverture en réseau, mais peut-être pas en 100%, peut-être pas 100% détenu par
par Mamat, D'accord. mais peut-être avec un donc, modèle hybride ok, d'association de ouverture salariés de ou capital sur certaines exactement sur des structures. exactement. Ok. Et du coup, si on a un éventuel futur franchisé qui nous écoute, est-ce que c'est réservé aux régions Hauts-de-France, Non, c'est etc., toute ou France. toute la France? C'est D'accord. toute France parce que d'abord, il faut choisir des hommes. Et vous savez, moi, quand on a la personne, la belle personne qui vient bien, qui va bien, qui aime le réseau, qui aime l'enseigne, avec qui ça match humainement, parce que c'est que ça, hein, C'est que c'est l'humain, qu'une de toute histoire façon. d'humain. Quand ça match humainement, qu'on a détecté que la personne avait aussi les compétences, parce qu'il faut avoir aussi les compétences pour tenir un mamad, c'est lourd hein, à se tenir. Voilà, nous on s'ouvre à aller s'installer là où la personne est. Alors après, il faut aller choisir des villes de taille suffisante pour pouvoir absorber, parce qu'on a un chiffre d'affaires minimum à faire. En dessous, on ne s'installe pas, parce que voilà, il faut que le franchisé il gagne sa vie, il faut qu'il ait un modèle Et le rentable aussi. franchiseur, du coup, il fournit ça, les chiffres, les seuils de rentabilité, Bien les sûr, cartes, etc. bah déjà, il Quelle est fournit. l'offre en fait du franchiseur pour le franchisé? Alors, le principe de la franchise, il est simple. C'est deux entrepreneurs qui se choisissent mutuellement. Il y en a un, c'est-à-dire le franchisé, qui choisit l'enseigne en échange d'une formation initiale, de la mise à disposition d'un savoir-faire, d'une marque et d'un accompagnement. Il va payer ce qu'on appelle un droit d'entrée dans l'enseigne et des royalties tout au long du contrat de franchise. Ça, c'est le Ok. principe de base, principe juridique. Voilà. Donc l'enseigne, oui, elle a sa mission, c'est de prendre le franchisé, de le former à tous les process de l'enseigne, c'est d'avoir déjà formalisé ces process. Et ça, c'est très important, parce que ça, c'est un boulot d'1 an et demi chez nous, hein, formaliser tout. Et c'est jamais fini d'ailleurs, puisque Il y en les a déjà en process cours, là, évoluent. il y a déjà eu des franchisés qui ont candidaté? J'ai des candidats, quelques-uns. J'ai une ouverture normalement, la première ouverture prévue milieu d'année. Donc il y a déjà un contrat Ouais, d'acté. non, pas encore acté, mais On ça est dans de devrait. l'exclusivité là. Non, ça devrait se faire d'ici peu pour la ville de Reims normalement. Ok. Tant que c'est pas fait, je l'officialise pas vraiment, mais ça devrait l'année prochaine, on n'a pas des grosses ambitions. On aimerait ouvrir deux magasins, deux magasins C'est déjà- 2024, 2 à 3 en 2025, et puis accélérer, mais structurer un petit peu, tirer un peu les conclusions, voir ce qu'il y a de bien, ce qui est de pas bien, modéliser un peu plus et Ouais, accélérer apprendre peut-être de ses après. erreurs, etc. D'accord. Exactement. Donc voilà, nous on a un vrai rôle de formation, de conseil, d'accompagnement, et on accompagne les franchisés à toutes les étapes. C'est-à-dire que de la mise en place, alors le business plan il est propre au franchisé bien évidemment, mais nous on va lui mettre tout l'écosystème à sa disposition. On va lui présenter les partenaires, La plateforme d'achat, est-ce que le labo ça, aussi peut être mis bien à sûr, disposition? tout ça, ça a été structuré, c'est mis en place. Et Ok. aujourd'hui, l'objectif, c'est de mettre le franchisé sur le rail et il n'est plus qu'à le suivre. Voilà, c'est ça la mission d'un franchiseur. Et après, c'est de l'écoute, de l'accompagnement. Et après, moi, dans le partage du modèle, ce que j'ai envie, c'est d'intégrer fortement le franchisé dans le développement de l'enseigne aussi, puisque les meilleures évolutions viennent toujours du terrain. Et Ouais, comme bien c'est sûr. eux qui vont être sur le terrain, faudra être capable d'écouter, de faire participer aussi les franchisés à l'évolution du modèle et aux grandes décisions stratégiques de chez Mamat. Du coup, ça va faire beaucoup de routes. Dans ta vie d'entrepreneur, enfin, je sais Ouais. que tu n'aimes pas ce terme, mais j'en vois pas d'autres. Dans ta vie d'entrepreneur tous les jours, une journée type pour Maxime, ça ressemble à quoi? Tu vas me dire, il n'y en a peut-être pas. Mais globalement, tu te lèves le matin, quels sont tes objectifs de la journée? Alors, je suis peut-être le mec le plus déstructuré de la Terre. C'est-à-dire que C'est pas yoga le matin, petit moi, déjeuner, je suis nanana, très nul, etc. je suis pas organisé, je suis pas bon, je suis pas productif, j'ai un mauvais rendement, je suis une catastrophe atomique. Mais je suis bien conscient de tout ça. Donc moi, mon job, c'est de trouver des gens meilleurs que moi là, J'ai pas de journée type. Quand j'ai un truc qui va me plaire le matin, je vais sortir du lit en sautant. Quand j'ai pas trop d'objectifs dans la journée, alors en vérité, j'ai toujours des objectifs, mais je vais avoir du mal à sortir du lit. Non, j'ai toujours des objectifs, mais En fait, tu as le rôle de mais créatif. je suis pas structuré. Ok. C'est un de mes défauts. J'en ai plein, mais c'est un de mes gros défauts. Du coup, je manque de productivité très certainement dans ma journée. Mais globalement, voilà,
quand je démarre ma journée, déjà, j'aime bien faire le tour des magasins, voir un peu la qualité des produits, tout, comment ça marche. Et puis après, C'est inopiné, on ne sait pas quand est-ce que tu vas ouais, on passer sait la pas porte quand est-ce du que je passe. magasin. Des fois, je viens pas. Voilà. Ok. Et ensuite, il n'y a pas une semaine qui se ressemble. On va enchaîner des rendez-vous. Alors, je fais pas trop de réunions parce que en tout cas, c'est pas très formalisé, mais j'enchaîne des fois des rendez-vous avec des fournisseurs, des futurs fournisseurs. Des testings. Des Ok. testings, on est beaucoup sur la stratégie, les nouveaux produits, les prix de revient, le modèle économique, le mamat de demain, voilà. Tout ça s'enchaîne un peu dans ma journée, mais un peu de manière désorganisée. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Hein. Bon, peut-être que quand je serai prêt, je ferai du coaching. Peut-être qu'il ne faut pas que je travaille là-dessus parce que je ne suis pas comme ça. Pour l'instant, Et ça puis, il faut fonctionne comme peut-être ça. l'assumer. Ouais, mais on pourrait être meilleur, aller plus vite. Hein. Donc, voilà, j'ai encore plein de choses sur lesquelles il faut que je progresse, mais non, j'ai pas de. Alors, ça m'arrive d'avoir des semaines totalement blindées de rendez-vous et des choses à faire, hein, mais c'est pas hyper Il y a quelqu'un qui hiérarchisé. gère ton planning. Tu as une Non, c'est moi. assistante, Non, une non, non, secrétaire. c'est moi qui gère mon planning. Non, c'est moi qui gère mon planning. J'ai pas. On Et n'est pas immense, hein. Ça reste une petite structure. on a des PME en clients qui ont beaucoup moins de salariés et qui ont déjà toutes ces personnes en dessous d'elles, entre guillemets. D'ailleurs, ça me permet de rebondir. Régulièrement, tu dis on. Tu as une équipe en fait dirigeante. Comment ça Je se dis passe? on parce que tout ça c'est partagé et je fais rien tout seul. Donc ma femme m'engronde toujours quand je dis on parce qu'elle me dit ah, mais là c'est toi, arrête de. Mais je dis c'est pas de dévaloriser, de dire même si j'ai à part le petit fonds d'investissement qui est pas actif dans l'entreprise, euh, oui je suis seul aux commandes. Mais en fait, on est ensemble. C'est l'équipe. Et oui, j'ai une équipe de dirigeants, de cadres dirigeants, enfin, en tout cas, de personnes de confiance avec qui je peux m'appuyer sur des décisions, des avis, du partage. Comment ça se passe dans un magasin, enfin une boutique Mamat? C'est quoi? C'est structuré? Il y a les chouchouteurs et puis un directeur de magasin? Voilà, il y a un chef de magasin dans les boutiques. Ce que j'ai pas encore fait, parce qu'il y a les chouchouteurs qui sont nos vendeurs. Après, vous avez les employés polyvalents, des boulangers, différents métiers, des cuisiniers. Et il y a un chef de magasin que ils veulent pas en interne, mais moi je voudrais lui faire des t-shirts au chef de magasin chien de la casse. Mais ils veulent pas. Ça peut être mal accepté. Ah mais moi j'adore parce que tu sais, le chien de la casse c'est celui qui doit tout voir, tout comprendre, tout. Ouais. Et c'est un peu ça le boulot du directeur de magasin pour moi. Et après voilà, après il y a une équipe, j'ai en interne plutôt entre guillemets, c'est pareil, j'aime pas ce mot-là, mais au siège, enfin là où sont le bureau. J'ai Sarah qui s'occupe du marketing et de la communication avec Baptiste, un alternant. J'ai Thierry Thibault qui est mon bras droit et qui lui est vraiment dans l'opérationnel des magasins, qui est futur animateur réseau aussi franchise. J'ai Valentin qui fait du contrôle des gestions. Qui est là vraiment pour aller chercher de la performance. Il est aussi dans les achats. Contrôle de marge, etc. C'est hybride, hein, contrôle de marge, les achats, voilà. Et comme on n'est pas très gros, voilà, on n'est pas que sur une tâche. Mais c'est important pour pouvoir aussi donner ça aux Et franchisés, bien comme sûr, information, bien ouais. sûr. Et puis j'ai Sébastien qui est notre comptable en interne, puisque j'ai internalisé la comptabilité depuis 5 mois. Pourquoi avoir fait ce choix justement? Pour avoir de la réactivité. D'accord. Parce que quand vous avez un comptable... C'était pas assez réactif. Bah non, mais quand il a 60 dossiers à s'occuper, Ouais, bien sûr. c'est pas la même chose. Hein, et, à un Puis là, moment... ça grossit. Hein. Et là, ça grossit. Donc, pour l'instant, financièrement, c'est pas encore avantageux. Mais ça va arriver vite. Sauf que j'ai mon comptable à côté de moi dans le bureau. Et quand j'ai besoin d'infos, d'actu, de trucs... c'est des chiffres en temps réel. C'est pas un bilan une fois par exactement. an. Alors, ça, avec moi, déjà, c'était pas. C'est pour ça que mes comptables s'arrachaient la tête en cabinet, parce que moi, je voulais des situs, mensuels Ça se avec comprend, hein. de l'analytique par site. Enfin, donc, c'était quand même. J'en demandais beaucoup pour un cabinet Qui en demandait pas tant. qui aurait voulu, en tout cas pour le coup, qui me prenait en faire moins. Donc voilà, et ça nous a permis aussi d'internaliser les fiches de paye. Ouais, d'accord. Du coup, voilà. Parce que là, oui, il y en a quelques-unes à faire. Bah oui, quand vous avez externalisé la fiche de paye auprès du cabinet comptable, c'est moins rentable que de les faire soi-même. Donc, en gardant le conseil, bien sûr. Mais donc voilà, ça a été aussi à la fois pour l'économique et puis aussi surtout pour la réactivité. Du coup, donc j'ai bien vu qu'il y avait plusieurs sites, etc. Je voulais vraiment rester sur ta vie
pro, mais aussi un petit peu perso, si tu le veux bien. Ça fait quand même beaucoup de routes. Tu Ouais. habites dans l'Oise, boutique à Lille, à Amiens. Tu passes beaucoup de temps sur la route. Comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à rentrer chez toi à une heure fixe? Est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Ou c'est, comme tu me dis, un joyeux bordel et on verra comme ça? Non, non, j'essaye maintenant de rentrer. Alors, j'essaye de rentrer chez moi aux alentours de 20h le soir. J'aime dîner avec mes enfants. Voilà, c'est dîner les coucher. Donc, donc ça, j'essaye. Après, à 98% du temps, ça marche. Le matin, tout dépend en fait des rendez-vous que je vais avoir ou des heures de rendez-vous. Je les emmène pas à l'école, mais voilà, je pars en moyenne vers 7h du matin. Donc ça fait quand même des grosses journées, mais on va dire classique quand on a un business C'est comme des le gros tien. jours. Voilà, je pense que comme tout patron, tu pars tôt, tu rentres tard. Après, oui, je roule beaucoup. Des fois, j'en ai un peu marre, c'est vrai. J'essaye de faire de plus en plus, au moins une fois par semaine, où je reste à la maison, une journée. Je Ok. travaille de la maison. Et puis voilà, ma voiture, c'est un peu bureau, quoi, comme beaucoup de chefs d'entreprise. On passe des appels, voilà. Alors, dans le respect Ça roule dans quoi du Bluetooth, un chef mais d'entreprise ça roule dans ce qu'il a envie de rouler. Ah ouais? Moi, j'ai pris une voiture électrique, alors c'est... Ok. Ah bah pour quelqu'un qui fait de la distance, ça Ouais, paraît mais étonnant. vous savez, je me suis dit, j'ai bien réfléchi l'année dernière, et tous les chefs d'entreprise aujourd'hui prennent de l'hybride. En tout cas, prenez jusqu'à l'année dernière de l'hybride Pour la TVS. pour la TVS. Mais tous, sans exception quasiment, ne font jamais le plein, ne rechargent jamais. Ils roulent que à l'essence. Ils ont une hybride, mais ils roulent quasiment tous Ah ouais, parce c'est que juste parce pour la qu'ils carte prennent grise, quoi. et pour la carte grise et pour la TVS. Et moi, je me suis dit, quand tu prends une hybride, la plupart du temps, c'est des hybrides essence, ça consomme beaucoup plus. C'est plus lourd. Si je roule que à l'essence, bon, bah, je dis, je vais prendre une électrique, au moins je serai obligé de, si je Ouais. recharge pas, voilà, donc, et puis voilà, les autonomies augmentées. Puis après, je me pose la question, combien de fois par jour tu fais plus de 400 bornes dans la journée? Ouais, c'est vrai. Combien de fois par an, pardon, tu fais plus de 400 bornes, à part pour partir en vacances, finalement, c'est assez peu. Donc, il suffit d'avoir une borne à la maison, une borne au boulot, et puis en Et puis c'est avant-gagnant, réglé. Ok. voilà, ça Donc marche. ouais, pour toi, le passage à l'électrique, c'est signé, t'es convaincu? Ah ouais, ouais, je reprendrai plus jamais de voiture thermique. Bah, ça coûte moins cher au quotidien. Il y a pas de, c'est un confort. Il y a pas de. Non, non, c'est top, c'est top. Bon, c'est très intéressant, du coup, tout ça. J'avais une question quand même que je me posais hier. Si aujourd'hui tu recroisais Maxime qui a 22 ans, qui commence, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu referais exactement? Est-ce qu'il y a des choses que tu referais exactement pareil? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais avec ton expérience de maintenant? En sachant ce qui s'est passé, hein. En sachant tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que Ah. tu ferais? C'est difficile comme ça, C'est mais difficile parce que c'est impossible parce que c'est le parcours qui a fait ce que je lui ai dit. Oui, j'irai plus vite. J'ai perdu beaucoup de temps à des moments parce que mais c'était pas de ma faute, c'est juste que, vous savez, moi je viens de la campagne, je suis boulanger, donc il y a plein de leviers que je connaissais pas, qui étaient même pas à l'époque dans mon, j'imagine ouais, dans mon que tu dis. te former à tout ce qui est Ouais, fiscalité, j'ai découvert tout, finance, bien sûr, j'ai découvert tout en comptabilité. faisant, ne serait-ce que l'approche, peut-être j'essaierai de trouver un associé, chose que j'aimerais bien faire aujourd'hui, par exemple. J'aimerais D'accord, donc bien, en plus des franchisés, pourquoi pas ouvrir le capital ah ouais, de Mammut? mais l'ouvrir à un associé actif, hein. Oui, bien sûr, C'est-à-dire pas un que fonds partager, d'investissement. en fait, vous savez, parce que c'est lourd, hein, quand vous êtes tout seul depuis longtemps aux commandes. Je suis Tout encore, dépend de vous, quoi. je suis encore jeune, mais j'aimerais bien, voilà, un tueur à gages, mais un associé qui connaisse et puis qui Un dit, Maxime tiens, de 10 ans de moins, par exemple, qui ouais, a non, l'agnac, pas forcément plus jeune, mais quelqu'un qui a déjà fait aussi, soit dans le retail, par exemple, dans le développement, peut-être un mec. Moi, qui ouvre des moi, par portes. exemple, je connais mes compétences, j'ai des compétences qui sont très très bonnes en relationnel, on va dire en politique entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui va être représentation de l'enseigne. J'ai des compétences en stratégie, j'ai de l'idée sur le développement, sur les produits, voilà. Par contre, je sais créer un plan, mais le mettre en œuvre, je suis nul. Bon, mais si j'avais, c'est peut-être un appel d'ailleurs que je fais à ce micro, si un mec qui est un peu de rond, qui croit en ma mat et qui a envie de faire une superbe expérience Et humaine qui est dans et l'exécutif. qui est un super opérationnel qui a déjà fait des choses,
Bon, ben, s'il veut changer de vie, Il peut envoyer un courrier à l'adresse. il peut envoyer, voilà, vous pourrez faire le lien et donner mon numéro. Je mettrai tous J'écoute. les réseaux. D'ailleurs, tes réseaux, c'est quoi? C'est surtout LinkedIn sur lequel on te contacte? Non, alors oui, LinkedIn, pas mal, mais finalement, nous, on était assez mauvais sur LinkedIn, on faisait pas assez vivre. Là, on commence parce que j'ai Baptiste, l'alternant, qui est vraiment dédié à ça, donc il a un peu plus de temps. Mais avant, Sarah, elle faisait principalement du Instagram et du Facebook. Et après, comme elle fait plein d'autres missions dans Mamat, elle n'avait pas forcément le temps de développer les autres réseaux. Donc oui, LinkedIn, non, tous les réseaux en fait, hein. Moi, je donne mon numéro assez facilement. Et dernière question qui me semble importante. Maxime, dans 10 ans, il fait quoi? Il est où? Parce que tu avais déjà une vision assez claire quand tu avais 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore une vision claire de ce que tu voudrais être? Ou Non, tu te laisses guider par... je sais pas répondre à ça. Je veux une belle entreprise. Donc Maxime, dans 10 ans, il aura une belle entreprise. D'ailleurs, j'ai pas de plan B, hein. Ouais, c'est 100% c'est... Bah, si tu as un plan A, si tu as un plan B, ça veut dire que tu crois pas en ton plan A déjà. Donc j'ai jamais réfléchi à un deuxième scénario. Après, où est-ce que je serais, comment je le ferais, j'en sais rien. Tu aurais pu te dire, oui, voilà, j'aurai assez d'argent, je ferai rentier, etc. Mais Mais tu aurais resté dedans? en fait, si tu fais ça pour gagner de l'argent, il faut fuir. Ouais, Parce que en rapport à ce que tu vas... Quand tu pars de rien, avant d'avoir quelque chose, il va se passer tellement de temps. Et tu vas avoir tellement de problèmes, tellement de stress que tu peux mourir 4 fois, hein. ouais. Ça ronge, hein, d'être entrepreneur, hein. Ça mine et ça... Enfin, ça ronge. En tout cas, moi, je le vis comme ça. C'est pas toujours une partie de plaisir. Ce que je voudrais dans 10 ans, c'est pouvoir avoir le choix de faire comme j'ai envie de faire. C'est-à-dire, soit j'ai envie de continuer à 100% comme je fais là, soit j'ai envie de prendre du recul et de le faire, soit j'ai envie de vendre, soit j'ai envie parce que mais je veux prendre du plaisir. Je veux que la balance s'équilibre entre l'anxiété que le fait d'entreprendre m'amène aujourd'hui et le plaisir. Je veux rééquilibrer la balance. Voilà. Ok. C'est ça que je veux dans 10 ans. Je veux prendre plus de plaisir que de stress que ça m'amène. Bah, merci beaucoup Merci à vous. pour vos réponses Ouais, tout au long c'est avec plaisir. de ce petit podcast. Merci d'être venu et puis bah, au plaisir de se rencontrer dans vos boutiques. Merci de votre accueil.